Bonsoir à tous, bienvenue pour ce dernier rendez-vous de la semaine. On espère qu'elle a été belle cette semaine, que vous êtes bien amusés. On va vous proposer de la lecture pour ce week-end. J'espère que vous allez en prendre bonne note. En tout cas, on voit ça avec Gaël Guiton qui revient toute bronzée de ses péripéties. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Toute bronzée, on va rester à ça. Oui. Bonsoir Gaël Guiton. Bonsoir Jismi. Alors c'est 2 semaines De vacances. de vacances. Ça En a été métropole. Pas vraiment des vacances, mais ravi d'avoir retrouvé mes amis et ma famille. D'accord, surtout de retrouver un petit peu j'allais dire la bonne ambiance. Oui, la bonne ambiance des Landes. Ça Ça m'a manqué un peu. ça rajeunit aussi. Ça rajeunit. Oui, non, pas vraiment, mais ça fait du bien. Parce qu'il faut de l'énergie pour faire la fête. Oui, ben, je suis encore jeune. D'accord, ok, voilà, c'est ce que je disais. Alors, on va passer à vos invités de ce soir. Oui, mes invités de ce soir, donc Joël Brett et, Bonsoir. voilà, et Nicolas Arthur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on parle de quoi? On parle des auteurs, on parle de leur... Alors, on va parler d'abord du salon Athéna, qui sera bientôt oui. le 10 octobre au 13, dont Joël et Nicolas seront présents. C'est pour ça que je suis venue avec eux, pour les présenter, pour donner envie aux lecteurs réunionnais de venir les voir. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, et présenter leur livre aussi, mais eux vont le présenter, parce ils le connaissent mieux que moi. Puisqu'on a parlé d'Athéna, donc il y aura également, c'est le nom qu'on entend dans les bandes d'annonces pour cet événement, donc de Saint-Pierre. Yasmina Kadra, que j'aime beaucoup. Il y a aussi Jean-François Samlong, si j'ai bien compris. Qui a sorti le dernier bouquin sur les enfants de La la Creuse, oui. je crois. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Et puis les auteurs réunionnais, je Voilà. pense, qui seront là. Oui. Et l'occasion de rencontrer ces auteurs qui parfois sont totalement discrets et ce qui est dommage parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choses À dire. à dire et à montrer. Alors, on va commencer par ces deux auteurs. Ma première question, c'est quand on est auteur à La Réunion, c'est différent d'être auteur ailleurs ou pas? Je dirais que pour pouvoir vous répondre, il faudrait que je sache ce que c'est que d'être auteur ailleurs. D'accord. Pour ma part, j'ai jamais vécu en métropole, donc même si j'y ai déjà séjourné, je sais pas ce que c'est que d'être auteur là-bas. J'ai fait juste un très très court passage au Salon du Livre de Paris en 2016, où véritablement l'expérience n'était pas forcément suffisamment riche pour pouvoir me permettre de pouvoir comparer les deux expériences. D'accord. Je trouve simplement que pour écrire, c'est un petit peu difficile parce que écrire sur la Réunion, écrire surtout, moi personnellement, je suis aussi un petit peu slameuse, donc je traite un petit peu des problèmes en général, des problèmes de société, ce qui n'empêche que bon, je suis tombée amoureuse d'un personnage réunionnais, Grand Mercal, et donc j'en ai profité pour la mettre un petit peu partout. Donc pour moi, en fait, je voyage ici et ailleurs sans trop de problèmes. D'accord. Il n'y a pas un statut particulier pour l'auteur réunionnais. J'ai pas trouvé, non. D'accord. Et pourquoi Grand Mercal quelle est la version de Grand Mercal que l'auteur Alors, apprécie? Grand Mercal, moi, c'est un petit peu particulier. Quand je suis arrivée à La Réunion, il y a 25 ou 26 ans, première chose que j'ai faite, c'est monter, bien évidemment, au volcan de la Fournaise. Et sur le trajet, j'ai vu une grande pancarte sur laquelle c'était marqué « Petits enfants, reste sur le chemin, sinon Grand Mercal va te prendre ». Et j'ai trouvé cette Grand Mercal sympathique. Franchement, j'ai aimé cette Grand Mercal, donc j'ai eu envie d'écrire dessus. Donc j'ai écrit une version de Grand Mercal où un petit métropolitain veut justement débarrasser, entre guillemets, la Réunion de Grand Mercal qui enlève tous les enfants et qui va avoir une sacrée surprise. Parce que finalement, Grand Mercal, c'est peut-être également autre chose. Donc voilà. On y retrouve un petit peu le parfum du pain d'épices d'Hansel et Gretel ou pas? Non, pas forcément. Pas forcément. Non. D'accord. Pourquoi je pose la question? Parce que est-ce que ça vous a amené à découvrir un petit peu quelle est l'origine de cette légende à La Réunion? Absolument. En fait, je me suis obligée à ne rien regarder avant d'avoir écrit mon conte. D'accord. Et je crois que j'ai eu raison parce que sinon j'aurais été peut-être j'aurais peut-être écrit autre chose ou ça m'aurait peut-être gêné. Donc après je l'ai découverte, puis d'ailleurs je l'ai mise dans un tas de livres, j'ai mis dans des nouvelles, je l'ai mise même au théâtre Grand Mercal. Mais en gardant ses caractéristiques, mais en lui donnant en la mettant dans d'autres situations. Pour beaucoup, au départ, c'est une histoire d'amour entre Oui. J'allais dire une esclave, Oui. une servante, Oui. et un esclave qui veut absolument s'émanciper. Donc Zélindor, en la matière. Et c'est
plus une femme qui se croit trahie parce que l'homme qui voulait l'amener en liberté, finalement, s'est trompé de femme, quoi. Au lieu de la tromper. Tout à fait. Ben là, en fait, à la fin de ce livre, qui est une fin ouverte, entre parenthèses, je laisse quand même sur le trajet quand les... Enfin, je veux pas trop... La vieille dame qui ressemble un petit peu à la sorcière de Blanche-Neige avec sa capeline, son bâton, c'est pas tout à fait ça non plus, quoi. Bah, c'est-à-dire que les sorcières, bon, on aime ou pas les sorcières, on voit différentes sorcières dans différentes situations et bon, moi, les sorcières, je reconnais que c'est un peu mon truc, que ce soit le fantastique, enfin bref, les contes. Finalement, de garder cette grand-mère un petit peu méchante, comme le père Fouettard, qui est là pour faire peur aux enfants, pour les obliger à aller se coucher, à ne pas faire de bêtises, il vaut mieux garder ça. Alors je sais pas, c'est vrai qu'on a toujours envie de se faire un petit peu peur, c'est pour ça que les gens vont dans certains endroits pour faire des manèges qui sont un petit peu dangereux entre guillemets. Donc c'est vrai qu'on a envie de se faire peur et Grand-mère Cal a un petit peu ce rôle de père Fouettard, de méchante. Mais il y a autre chose derrière. Et d'ailleurs, pourquoi est-on méchant? Pourquoi est-ce qu'on va faire telles choses qui sont bizarres? C'est quand même un problème que j'aime bien me poser. D'accord. Je laisse Gaël Guiton avec son invité cette fois-ci. Avec Joël ou avec Nicolas? Peut-être Nicolas. Nicolas va présenter ses livres. Nicolas est dans le fantastique pur et dur. Oui, Ça castagne avec lui. C'est ce que j'aime bien dans son univers. Je vais lui laisser présenter ses livres. Alors, on va les prendre dans l'ordre dans ces cas-là. On va commencer par Damgel. Damgel qui est un roman que je qualifierais de dark fantasy en fait. Dark fantasy parce que c'est un univers relativement sombre. Et donc il est sorti en je montre à l'écran donc le livre, voilà, Le Cercle du Pouvoir. C'est ça. Alors ça parle de quoi? Alors c'est l'histoire d'un démon qui se retrouve coincé sur Terre à la suite d'une cérémonie magique qui a mal tourné. J'ai choisi délibérément dans ce livre-là de prendre un héros qui soit aux antipodes de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de personnages héroïques. C'est un démon pur et dur. Au début, violent, sanglant, qui va s'inviter dans le monde des humains. Un monde d'ailleurs ça se passe à La Réunion, un monde qui est vraiment relativement riche où j'ai mis des médiums, des voyants, des sorciers, ouais, tout à fait. Donc j'ai mélangé un petit peu tous ces univers là et puis j'ai fait en sorte que le personnage, donc le démon, soit vraiment le fauteur de troubles dans tout ça en fait. Voilà. D'accord. Donc, c'est à celui qui va trouver la porte en premier pour sortir? C'est ça, un peu. Donc, les cercles du pouvoir, c'est vraiment dans j'allais dire dans l'ésotérisme, dans tout ce qui est mystique. Oui. Ce sont deux clans qui s'affrontent. Je suis resté très classique, en revanche, dans le schéma, puisqu'on part sur la fameuse et très sacro-sainte lutte entre le bien et le mal. Donc, les anges d'un côté, les démons de l'autre. Tout ça dans un monde caché des humains qui, eux, évoluent déjà dans un univers qui est déjà magique, mais qui n'ont aucune connaissance de la partie ange et démon. Donc, voilà. D'accord. On va voir comment ça se termine, sinon ça va enlever non, je le dirai de pas. chercher la fin. Après, qu'est-ce qu'il y a dans l'ordre Ensuite, en 2016, donc les héritiers. Alors, juste pour faire vendre un peu le livre, oui. Entre Walking Dead et manga, c'est un mélange des deux? Oui, on peut dire ça comme ça, parce que mes sources d'inspiration sont très proches des univers comics et des univers manga. Donc c'est là-dedans que je puise un petit peu mes sources, en tout cas pour la forme. Puisque de tout ce que j'écris globalement. Non, je dis ça parce que j'ai vu Prédiction la semaine dernière avec Nicolas Cage. Oui. C'est l'enfilm. Et j'ai été surpris. Je savais pas qu'il avait tourné ce film-là. Et je pensais pas qu'on pouvait aussi bien tourner un film sur le mysticisme avec autant peu d'effets spéciaux. Hormis les anges, il n'y avait pas grand-chose. Mais c'était un très bon film. C'est pour ça que je pose la question. J'ai beaucoup aimé. Oui, c'est vrai que... Après, le mariage est toujours un petit peu compliqué, mais avec un peu de chance, en y mettant les bons ingrédients, on arrive à faire quelque chose d'assez cohérent. D'accord.
L'autre livre? Les héritiers du chaos. Donc les héritiers du chaos, on a eu l'occasion, c'est à cette occasion que j'étais au Salon du Livre de Paris, puisqu'il est sorti en mars 2016 au Salon du Livre de Paris. Et donc ici, on est dans un univers qui est plus proche cette fois des Marvel, puisque on évolue dans un univers plus simple, mutant, on va dire. Donc je ne l'ai pas situé celui-ci. Post-apocalyptique, reconstruit, je dirais. Voilà. J'ai voulu transformer véritablement le monde dans lequel on vivait pour pouvoir créer cette fable-là, on va dire. Qui est le personnage central? Le personnage central, alors lui à l'inverse du Damgel, c'est un héros plutôt lumineux. Il a le sens du sacrifice et il est plus ou moins prêt à tout donner pour pouvoir sauver ceux qui lui sont chers. Et donc, je ne veux pas trop en dire, mais en fait c'est un jeune homme qui a des rêves en fait. Il rêve de devenir un super-héros, parce qu'on vit dans un monde de mutants où ceux qui ont des pouvoirs les mettent au service donc de la communauté, puisqu'effectivement, à l'inverse, il y a toujours des mutants pour pouvoir pour menacer la sécurité du citoyen moyen. Donc lui, il rêve de devenir un super-héros. Mais dans la distribution des super-pouvoirs, il n'est pas forcément gâté, donc il est un petit peu déçu par rapport à ça. Mais quand le moment viendra de dépasser ses limites, il sera obligé justement d'aller au-delà de ses limites et dans ces moments-là, il va pouvoir accéder à un niveau supérieur de son pouvoir et devenir le super-héros qu'il veut. Et quand enfin il va réussir à devenir ce super-héros, on va l'enfermer. D'accord. On va changer un petit peu de thème, on va retourner vers Noël. Joël, je pense qu'on devrait rester encore dans le fantastique parce que Joël a écrit un très beau livre. J'attends la suite avec Moi impatience. qui voulais changer un peu, tant pis. Mais c'est toujours dans l'univers du fantastique et en plus ce sera sur les éditions La Plume et le Parchemin, donc au stand. Donc, je pense que je voulais continuer. Donc, je vais laisser Joël présenter Les Vénusiennes. Alors, Les Vénusiennes, c'est de la fantaisie. Et j'ai construit le livre un petit peu comme les séries américaines. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai 4 parties. Dans chacune des parties, on va traiter des différents endroits dans lesquels se situe l'action, c'est-à-dire la Terre, Mars et Vénus. Alors, les Vénusiennes, ce sont des femmes très belles, évidemment, Vénus, Aphrodite, et elles sont convoitées par les Terriens. Donc les Terriens vont essayer d'aller les récupérer pour les mettre, devinez où? Je ne pourrais pas vous dire. Le marché sexuel. Voilà. Pardon. Pour moi, c'est direct. Alors, je précise quand même C'est un qu'il y a... marché sur lequel je ne vais pas faire mes courses, c'est pour ça. Il n'y a aucune description. C'est vraiment pas un livre dans lequel je me complais dans ce genre de choses. Donc, il y a des suggestions. On sait effectivement ce qu'elles viennent faire, enfin, ce pourquoi on les a récupérées de la planète. Et maintenant, que va-t-il se passer? Eh bien évidemment, les Vénusiennes essayent de lutter contre ces envahisseurs. Les Terriens, de bonne volonté, vont essayer de les aider. Enfin, il va y avoir donc une interaction entre les 3 planètes pour essayer de sauver les Vénusiennes. Je l'ai vu comme un peu comme la Seconde Guerre mondiale avec les résistants. J'ai perçu l'univers même si ça reste fantastique, comme la Seconde Guerre mondiale avec les résistants, avec les hommes qui revient un peu à l'état primaire et que la femme est là que pour être soumise. Et voilà, la maman ou bien la... Bon. Voilà, le plaisir personnel. Je trouve que quand même le livre, il reste adapté quand même pour les ados parce que c'est très soft. Elle traite un sujet tabou, Joël, mais de manière très soft. Ce qui fait qu'on imagine, mais on ne vit pas la situation. D'accord. J'ai eu un petit peu peur en fait au départ parce qu'une de mes lectrices m'a dit « Oh là là, t'es sûre? C'est quand même un petit peu hard comme situation. » D'accord, donc moi j'ai eu quand même un petit peu peur. Et puis j'ai espéré qu'effectivement avec les niveaux de lecture qui sont possibles, le livre pourrait être accessible à tout le monde. En tout cas, c'est quand même un livre féministe, malgré tout, dans lequel on voit les problèmes auxquels sont confrontées les femmes et éventuellement donc l'action de ceux autour d'elles pour améliorer leur situation. D'accord. Un autre livre de... Alors, toujours La Plume chez La Plume et le Parchemin. Donc, on est là sur un livre jeunesse aussi. Oui, alors en fait, je suis allée au salon de Montreuil, au salon de la jeunesse de Montreuil, avec ces 2 livres. Et celui-ci, c'est assez amusant parce qu'il était en principe prévu pour les collégiens et il a beaucoup intéressé les adultes. Et les adultes qui l'ont lu ont été vraiment intéressés par la problématique. La problématique dedans, c'est
Alors, la problématique, c'est en fait, alors, le mystère de l'OCNI, entre parenthèses, ça signifie OCNI, objet couvert non identifiable. C'est disons, le sobriquet qu'ont donné des collégiens, un petit peu cruels comme tous les adolescents, à cette personne qui est arrivée dans leur établissement, dont on ne voit que les yeux, qui ne parle pas, qui s'exprime simplement avec de la craie sur une ardoise. Donc, qui est-elle? Pourquoi est-elle là? Pourquoi est-elle cachée? Pourquoi ne la voit-on qu'en cours? Et du coup, ils vont chercher à mener leur propre enquête pour savoir qui elle est. Et ils vont avoir des sacrées surprises parce que le livre, en fait, est un livre fantastique. Donc, les gens qui regardent la couverture, parfois, ont l'idée que c'est autre chose. Ben non, c'est vraiment un livre pour les enfants. L'amitié, la solidarité. La tolérance. Voilà. Oui, la tolérance et l'ouverture d'esprit. Voilà. D'accord. De nouveau avec Nicolas Arthur, là, sur son dernier ouvrage. Belém. Cette fois-ci, on parle de... Oui, Belém, c'est le dernier que j'ai publié, donc toujours à la plume et le parchemin. Donc il est sorti en 2018, l'année dernière, si je dis pas de bêtises, en septembre. Donc ici, j'imagine la Réunion que je renomme l'île de Diamant, avec 500 ans de plus, 6 ans même. Je me projette dans le futur où je raconte le premier débarquement des extraterrestres sur les pistes de l'aéroport Roland-Garros. D'accord. Alors on va dire que c'est le début, hein, mais bon, dans l'ensemble, les personnages vont vivre plein d'aventures dans le sens où les terriens et les Belém, du coup, vont se mélanger, vont commencer à cohabiter ensemble. Et donc tout ça se met en place. Voilà, tout ça commence à La Réunion. D'accord, c'est une envie de voir un jour des extraterrestres venir participer au métissage réunionnais. Ouais. Je sais pas de tabou, j'aime bien l'idée du métissage, je trouve qu'on est l'endroit dans le monde où il y en a peut-être le plus. Donc voilà. Donc je trouve que c'est une belle idée et pourquoi pas se mélanger à d'autres espèces aliens, pourquoi pas. Ça me fait pas peur. Il nous reste 3 minutes avant de passer à autre chose. Alors, un dernier livre. Joël va présenter peut-être celui-ci parce qu'il est totalement différent des autres. En fait, c'est un petit livre sur les araignées qui s'appelle donc Au fil de ma toile. Et je l'ai conçu pour que ce soit un livre vraiment personnel pour les enfants, à savoir qu'il y a de temps en temps une page blanche pour qu'ils puissent... Alors, c'est de la poésie. Pour qu'ils puissent s'exprimer, coller des documents, dessiner, tout ce qu'ils veulent. Il y a toute une série de petits poèmes qui sont en fait pour la famille. Il y a même des acrostiches puisque les enfants aiment ça. Donc c'est vraiment assez particulier. Ceux qui n'aiment pas les araignées peuvent éventuellement soit fuir, soit au contraire essayer de voir et découvrir les araignées sous un autre aspect. Apprendre à les regarder différemment. On les regarde différemment, du coup, parce que je suis pas une grande fan des araignées. C'est vrai que ce recueil de poèmes m'a fait beaucoup sourire parce que du coup, on a l'impression d'être dans la tête de l'araignée. En tout cas, moi, j'ai fini comme ça. M'imaginer dans la vie d'une araignée. Ça me fait toujours sourire de dire que si on changeait le regard, si on était dans la peau de l'araignée, comment on regarderait les hommes? On nous trouverait peut-être pas très beaux. Et on nous trouverait sans doute effrayants. D'accord. Oui. Et les femelles araignées auraient autant peur de la femme que la femme a peur de l'araignée? Très certainement. Mais en fait, là, j'ai vu quand même sous un autre aspect. J'ai essayé en même temps, comme c'est un petit peu pédagogique, de montrer aux enfants déjà ce qu'elle est aussi bien physiquement que dans la vie. Et donc avec de l'humour, de la tendresse, parce que finalement c'est un animal qui est très utile et je trouve que c'est dommage qu'il soit craint, ok. Mépriser, c'est plus dommage, et écrabouiller comme c'est la plupart du temps. C'est dommage parce que l'araignée frite est excellent à manger. En tout cas, pour ceux qui vont en Thaïlande ou qui vont en Asie du Sud-Est, c'est excellent. Je suis partie en Thaïlande, mais je n'ai pas mangé d'araignée. Je vous prends sur parole, je n'essaierai pas. La peau, moi je le ferai pas. Non plus. Alors, la prochaine fois qu'ils seront là, ils nous diront s'ils ont goûté ou pas à l'araignée, mais pas à l'araignée de mer. Merci Gaël Guiton, merci à Joël, merci également à Nicolas Arthur. Donc on arrive à la fin de cette première partie. J'espère que, alors on va rappeler le rendez-vous donc du Salon Athéna à Saint-Pierre, du 10 au 13 octobre. C'est sur le front de mer. Voilà. D'accord. Avec plein d'auteurs.
Et il y a beaucoup d'auteurs, il y a surtout beaucoup de choses. Et cette année, ça ne correspond pas non plus à la fête de la Lune, puisque de toute façon, ça s'est déjà passé. Il y a 2 ans, ça s'est passé. Ça a correspondu. Ça correspondait à ça. Merci à vous. Merci. On va regarder un reportage sur l'accroche, cette forme de lutte de la Réunion que les personnes essayent donc de remettre au goût du jour. Il existe une ligue. On les a rencontrés à Saint-Gilléo, à Villèle. Et nous parle, c'est Lino Charlétine qui nous parle un petit peu de tout le travail qui a été mis en place et comment aujourd'hui l'accroche accroche. Il s'est défoulé. La cossée. Il s'est défoulé. La cossée, la décossée. Il s'est défoulé. C'est quoi l'accroche par définition pour vous? L'accroche, c'est un sport de combat. Dans le temps avant, tu dit notre bonne personne quand tu sors dans le champ de canne, quand tu travailles dans des habitations, tu dis bon là nous les fatigués, mais avant notre case là, je l'accroche. L'accroche là c'était un sport où ça banat et à pied à terre. Quand tu es à pied à terre, tu dis la paix. Donc, il était comme un genre de combat, mais on va dire sans conséquences pour les deux bouts, quoi. Donc, voilà, c'est un sport de combat traditionnel. L'accroche, c'est une lutte traditionnelle. On va dire qu'on en a plus de 100 ans. Notre grand-père était joué ça. Hein. Moi-même, mon papa l'a joué. Là, je l'accroche. Il te raconte à moi, il dit comme ça avant. Il était des familles agriculteurs. Quand il était ça va, quand il était sorti de canne, il était fatigué. À un moment donné, il était mettre bonne paille là. Après, il était plusieurs entre cousins, camarades. Il dit bon, allez, on fait un cercle. Et puis bon, qui passe premier. Donc, il avait ça qui passe premier. Ensuite, les règles étaient simples. Hein. Tu arrives, tu as une lutte de force. Une fois, là, arrive à terre, il appuie. Donc, il met toute son force, tout son poids dessus le camarade, justement, sacré à terre. Et après, là, soit il essaye de retourner son camarade la mettre à terre, ou bien soit il essaye d'étrangler, ou faire une prise, quoi que ce soit, sur le bras, sur le cou, quoi que ce soit. Et donc, là, à partir de là, ça que la paix, il dit aïe, la paix. Donc, là, et ainsi de suite. Donc, tant que les gagne, il reste au milieu. Il dit bon, allez, yaou, chacun son tour. Donc, voilà, donc, dans le temps avant, c'était, nous va dire que, si tu faut remonter le temps, t'es bien, parce que nous devons bien voir ça. Et la Ligue, nous va dire, il date depuis un peu plus de, déjà 8 ans. 8 ans. Et moi, justement, le président de cette Ligue-là, aujourd'hui, nous promouvoir justement la culture réunionnaise, pour dire que nous avons aussi un patrimoine culturel sportif, tel que l'accroche. Avant, nous disons, c'était fait ça justement. Après, quand tu sors dans le champ de canne, tu batailles sur bord la mer. Quand tu sors de l'église, pareil, tu tes autres forces, tu appelles ça l'accroche. Nous, justement, ce que nous voulons, c'est justement reprendre tout ça là. Nous voulons remettre ça un peu dans notre tradition. Comme le morin nous arrive, nous mettre ça là, nous tout ensemble, nous pratiquons. Donc, justement, moi, je suis là pour ça. Donc, promouvoir le patrimoine culturel réunionnais. Aujourd'hui, combien de Réunionnais pratiquent l'accroche? Alors, aujourd'hui, nous avons plus ou moins 5-6 clubs. 5-6 clubs. Et justement, le but, c'est de transmettre, justement, et puis d'attirer les clubs. Hein. Là, comme ici, nous l'avons pu voir, nous en avons des lutteurs, nous en avons des crocheurs, nous en avons des judokas, des jujutsukas, et aussi des boxeurs, que l'avenir, cette journée-là, justement, que moi l'ai organisé. Et voilà, donc toujours nous sommes dans cet esprit culturel, d'échange, tout ce qui concerne, tout ce qui touche au patrimoine. Parce que comme vous connaissez là, nous sommes dans une période où ça tout va très vite.
avec l'arrivée d'Internet, puis personne y apprend vraiment son culture, son patrimoine. Tout le temps nous les dessus notre téléphone, mais là il faut vraiment faire un pause. Il faut dire bon, écoute, mais là il faut nous retravailler un peu dessus notre culture réunionnaise. Quelque part, l'être humain est à la recherche de son histoire, de son vécu. Et déjà, bon, maintenant déjà le sport, l'accroche, c'est déjà bien. Ouais. Nous la connaissons d'histoire les esclaves, mais nous continuons dans cette recherche-là, nous va dire, l'accroche, ben, pour moi, quand elle est arrivée justement, quand elle était lutteur directement, quand elle a commencé à pratiquer, elle a fait la rencontre M. Patrick Blanca, il a dit, moi, l'accroche m'a tout de suite accroché quand il a parlé de le sport culturel traditionnel. Mais Dieu, ça même a besoin. Ça même il a besoin. Parce que... Pourquoi on a besoin de ça? Ben, parce que justement, elle a pu prouver justement qu'ici à La Réunion, nous les petits, hein, nous les dans l'océan Indien. Alors, le pays le plus près, il est à 700 km Madagascar, 200 km Maurice, nous va dire. Mais aussi, là-bas, on en a d'autres, comme Madagascar, par exemple, on en a le meringue Madagascar et Maurice, ben, pareil, on retrouve la croche, on retrouve le meringue. Mais, donc, si nous regardons bien dans les îles à côté, ben, nous tous, nous pouvons dire que cousins, cousines, frères et sœurs, ben, nous tous nous ressemblent, nous avons notre métissage. Ben, La Réunion, il porte bien son nom, hein, l'île intense. Et puis bon, l'accroche justement, c'est un sport qui rassemble. Hein, nous surtout, il rassemble toutes les autres disciplines, hein, toutes les autres arts martiaux. Là, comme on l'a pu voir, là, on avait les jiu-jitsuka, les samboïs, les boxeurs. Nous, là, rassemblons encore notre sport traditionnel comme nous-mêmes, le meringue. Ben voilà, moi-même, elle a pu prouver que l'accroche, elle a pu combattre contre justement des champions judoka, des champions internationaux, des champions mondiaux même. Mais elle a pu faire la différence et elle a pu combattre les autres et gagner les combats justement, l'accroche contre les autres. Parce que la discipline, c'était l'accroche. C'était pareil, plus ou moins, le bonne codification était plus ou moins pareil. Donc, elle a pu combattre justement contre les autres. C'était au gradé, des grades noirs. Ben voilà, nous, on a fait la différence. Hein. On a déjà 4 championnats internationaux. Le 5e, il arrive là, sur l'île Maurice 2020. Donc voilà, l'accroche a pu prouver que dedans, il y en a quand même de bons combattants. Et l'île de La Réunion, c'est surtout ça. Ils sortent, les combattants, ils sortent de l'île de La Réunion et ils gagnent les beaux podiums. C'est ça, nous, contre des disciplines mondiaux, internationaux. Et tandis que l'accroche, c'est pays-là, c'est la même, dans le 974. Ben voilà, la tradition locale, nous promouvoir à lui-même.